C'est dans le sous-sol de cette maison que la jeune Guylaine Potvin a été lâchement assassinée. Quand on regarde la rue, une rue principale, entourée de maisons, la question qu'on peut se poser, comment se fait-il que personne n'a rien vu et surtout rien entendu? Avec le temps, certaines enquêtes restent non résolues. Il suffit parfois d'un seul fait nouveau, d'un infime indice pour rouvrir une enquête et remonter jusqu'au coupable. Le 28 avril 2000, les policiers de Jonquière ont retrouvé le corps de Guylaine Potvin sans vie dans son appartement de la rue Panay. Des marques au cou ont notamment prouvé que la jeune femme de 19 ans a été étranglée, en plus d'avoir été agressée sexuellement. L'analyse de la scène permet de recueillir certains indices. Elle habitait le sous-sol d'un bungalow avec 2 autres étudiantes qui étaient absentes la nuit des événements. Pour faire avancer l'enquête, nous allons rencontrer les parents de Guylaine, ainsi que 2 de ses amis. Audrey, d'abord, l'amie qui a découvert le corps de Guylaine, ainsi que Mélissa. Par la suite, nous allons nous déplacer pour rencontrer Hélène Rodrigue, une professeure au cégep de Jonquière qui a bien connu Guylaine, et le capitaine Guy Lapointe de la Sûreté du Québec. J'ai déjà parlé avec cette jeune fille-là un peu plus tôt. Il s'agit d'Audrey, qui était une bonne amie de la jeune Guylaine. Et elle, c'est elle qui a fait la découverte du corps. Alors elle est marquée. Elle a eu peur. Elle vit toujours dans la peur parce qu'elle s'est dit une chose. L'individu en question, lorsqu'il a commis son crime, il est parti avec des éléments, entre autres une bague de finissante et des photos. Donc, il y a des photos montrant la victime avec Audrey. Et c'est pour ça qu'elle vit dans la crainte depuis ce temps-là. Elle s'en est jamais remise. Dans ce dossier-là, les 2 meilleurs amis de Guylaine ont décidé de participer à notre enquête. Sauf qu'ils ont tellement peur des représailles de la part de l'assassin qu'ils ont décidé de témoigner à visage caché. Audrey, Guylaine Potvin, c'est à qui pour vous? Guylaine, c'était une amie, une bonne amie, une confidente, une coéquipière d'école, une amie d'école, une personne avec qui je faisais la plupart de mes travaux à l'école, puis une amie le soir, les fins de semaine, une très bonne amie. Qu'est-ce qui se passe le matin quand vous levez vers 6h, 6h30? Je pense qu'il y avait eu une entente de fait. On va se parler demain matin vers 6h, 6h30. Bien, dans le fond, on était supposé se téléphoner, puis on se téléphonait comme ça arrivait souvent. Donc, j'ai essayé de téléphoner plusieurs fois, puis ça répondait pas. J'ai d'abord pensé qu'il était peut-être dans la douche. Donc, je me suis préparée aussi. Puis après ça, j'ai continué d'essayer d'appeler plusieurs fois. Puis là, quand j'ai vu qu'elle répondait pas, puis le temps défilait, bien, finalement, j'ai décidé de me rendre directement parce que là, je commençais à avoir peur d'être en retard. Et je m'étais dit, pour moi, pas réveiller. Puis la porte était pas barrée. Puis j'ai fait comme d'habitude, j'ai cogné, puis j'ai rentré, j'ai descendu les marches. Fait que j'ai crié son nom, voir si elle était là. J'avais pas de réponse. J'ai regardé rapidement dans les 2 pièces, le salon et la cuisine, puis elle était pas là. Puis j'ai regardé vers la salle de bain, des fois elle se préparait, puis elle était pas là non plus. Donc j'ai continué à l'appeler avec son nom, puis à me rendre vers sa chambre. La porte était entrouverte. Puis là, finalement, quand je suis comme rentrée dans la chambre, j'ai vu qu'elle était tendue, qu'elle était pas habillée, c'était pas son habitude, Guylaine était vraiment très pudique. Donc j'ai même pas regardé complètement, puis je me suis détournée en disant que j'étais là, puis de se rhabiller. Je pensais qu'elle dormait ou je sais pas. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Bien là, je suis rentrée dans la chambre, parce que là, on dirait que j'avais le sentiment que là, il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Puis là, c'est là que j'ai vu son visage, puis j'ai vu que là, il y avait quelque chose de pas normal. C'était pas qu'elle dormait ou que... Des marques au cou ont notamment prouvé que la jeune femme de 19 ans a été étranglée, en plus d'avoir été agressée sexuellement. Est-ce que vous avez constaté qu'il y avait un objet, exemple une ceinture? Au départ, non. Puis ça a fait un flou. Je voyais même pas... Quand je suis rentrée la première fois, je voyais même pas les trucs à terre. Je les ai pas vus, ces choses-là. Puis là, je suis ressortie. Là, après ça, ça s'est mis à se défiler dans ma tête. Puis là, j'ai vérifié dans les autres, si justement l'autre coloc était là ou s'il y avait quelqu'un. Fait que j'ai fait le tour rapidement. Il y avait personne? Non, il y avait personne. Puis après ça, là, je me suis demandé s'il était là. Fait que je suis sortie dehors. Puis là, je me suis rendu compte que là, j'avais pas appelé encore le 911. J'étais pas retournée. Fait que je suis retournée appeler le 911, puis je suis retournée dans la chambre à Guylaine. Voir s'il y avait un pouls.
Est-ce qu'il y avait des choses de dérangées dans l'appartement, à votre souvenir? Bien, dans la chambre à Guylaine, oui. Là, il y avait beaucoup de choses un peu partout, éparpillées, finalement. Dans les autres chambres, est-ce qu'il y avait des choses qui avaient été déplacées aussi? Bien, il y avait des petites choses, là. Il y avait le lit qui avait un truc, je pense, de brisé, des petits tiroirs d'ouvert, mais j'ai pas pris attention à ce qui manquait. Finalement, après coup, on a réalisé, une fois qu'on a vidé l'appartement et ces choses-là, que l'appareil photo, toutes les photos qu'on avait prises dans les derniers mois, dans les dernières semaines de nos moments au quotidien, bien, il manquait. Il manquait aussi sa bague de finissant. À cette même période, Guylaine Potvin partageait son logement avec 2 autres colocataires. Mélissa était l'une d'elles. Quand vous retournez à l'appartement, là, puis le drame a eu lieu, Oui. qu'est-ce que vous avez ressenti? Bon, de la colère, beaucoup, ça c'est sûr. De l'incompréhension. De chercher aussi, d'essayer de trouver, d'aider les policiers. Quand les policiers vous ont interrogé, qu'est-ce qu'ils voulaient savoir? Les allées et venues de Guylaine, s'il y avait des gars qui allaient faire un tour là? Oui. Puis si, genre, on s'était aperçu, tu sais, peu importe, j'avais été, on avait l'impression d'avoir été suivis. Tu sais, moi, je vous avais raconté aussi qu'il y a une fois que je sais que j'ai été suivie. En tout cas, c'était mon impression qu'il y avait quelqu'un... Moi, j'allais souvent au dépanneur qui était proche de où est-ce qu'on restait. Puis, en revenant, à un moment donné, il fallait que je tourne pour m'en aller chez moi. Puis lui, il avait passé tout droit. Fait que là, je m'étais comme dépêchée. Puis là, arrivé chez nous, mais là, je m'étais comme cachée en arrière. Puis j'avais regardé la direction qu'il avait pris. Puis après ça, j'étais rentrée. Puis là, j'avais dit à Guylaine, j'ai l'impression que j'ai été suivie. Mais là, je me disais, on disait, mais non, il s'en allait par là. Puis c'est pas... ben, on m'a dit, ça se peut pas. Ça fait 15 ans passés que c'est arrivé. Est-ce que vous vivez encore dans la peur? Alors, je vous dirais que oui. C'est pas mal moins difficile maintenant que ça l'a été les premières années. C'est sûr que moi, la porte chez moi est toujours verrouillée. En tout temps, quand je suis toute seule, c'est sûr que... Puis je pense qu'aussi longtemps que cette personne-là va courir, on va toujours avoir une crainte. Ça a brisé quelque chose, c'est sûr, la confiance envers l'être humain en général. C'est sûr que ça a brisé, ça a laissé des marques, ça, c'est sûr. Moi, ce qui m'a frappé, la colocataire, elle s'est sentie suivie à un moment donné. C'est une rue passante, ça. Puis on le sait, de regarder partout. C'est marqué « logement ou chambre à louer ». Il y a beaucoup d'étudiants. On n'est pas loin du cégep, en plus de ça. Alors, c'est ça, moi, je suis dépassé par les événements. Comment se fait-il que personne n'a rien vu? Oui, Madame Potvin. Oui. C'est M. Poirier, Claude. Bon, alors, on est dans votre belle région. À quelle heure qu'on voulait qu'on soit là? C'est 9h30. 9h30? Oui. Parfait. Est-ce que vous avez du bon café? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Merci. C'est sûr que pour les parents, c'est des cauchemars épouvantables. Et elle a accepté, la mère, de nous parler pour peut-être aider à ce que l'enquête permette un jour de mettre la main au collet du tueur de sa fille. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions. C'est pas facile de faire des entrevues avec ces gens-là parce que on leur demande des choses incroyables. Mais je les comprends, là. Même 15 ans plus tard, ces gens-là vivent des moments extrêmement difficiles. Oui, M. Poirier. Bonjour. Merci de nous recevoir. Oui. Espérons que ça va donner des résultats. Comment avez-vous appris la tragédie? Moi, j'étais à Chicoutimi, justement. J'avais un rendez-vous dans une clinique. J'étais partie avec ma sœur le matin. C'était une journée très bizarre. On devait partir de bonne heure, aller déjeuner là-bas, puis prendre le temps avant d'aller à notre rendez-vous. Mais ça nous disait pas de partir le matin. C'était curieux, hein? On est allé magasiner, puis ça marchait pas, le magasinage non plus. Je trouvais pas ce que je voulais. Puis là, on était rendu l'après-midi.
On avait été dîner, mais on n'avait pas trouvé ça bon, le dîner. Tout s'enchaînait. Tout s'enchaînait. C'était vraiment bizarre, là. L'atmosphère était bizarre. Puis là, je suis retournée à l'auto pour aller chercher quelque chose, mais là, les policiers étaient là. Il était rendu 4h moins 10. Je devais aller chercher Guylaine à 4h30, 5h moins quart. Les policiers, ils avaient repéré ma voiture par l'immatriculation, là. Puis c'est là qu'ils sont venus me voir, puis ils m'ont dit... ils m'ont appris ça assez brusquement, parce que ils m'ont demandé, ils ont dit, vous aviez une fille qui s'appelle Guylaine Potvin? Oui, elle était étudiante au cégep de Jonquière. Oui, bon, mais on l'a retrouvée sans vie ce matin sur son lit. Vous n'êtes pas sérieux? Comme ça. Vous étiez avec votre sœur? Oui. Sa sœur, lui, il était Oui. ici à la maison. À un moment donné, il arrive ici. Il cogne la porte. Hey, 2 gros tracks. En uniforme? Oui, monsieur. Hey, mais il y a une pièce, là. Ils sont mis là, toutes les deux, là, en face de moi, là. Ils disent, mettez pas de vin. Assisez-vous, là, bien comme il faut, là. Là, ils m'ont dit ça. Il y a Guylaine est morte, ils l'ont fait morte le matin. Ouf! Ben de même, là, il n'y a pas eu... En tout cas, il était ma sœur là, je voyais plus les murs dans la maison. Ça ne pouvait pas. Je voyais pas les murs partout. Où est-ce que je suis rendu? J'étais bien qu'à la longue, là, j'ai trouvé ça dur pas mal. Les policiers... La façon dont ils sont comportés, c'est... Mais ils disent qu'ils font ça souvent de même. Est-ce que vous vous êtes posé la question, ça peut être quelqu'un qui l'a suivi? Ça peut être quelqu'un qu'elle connaissait? Ah oui, ça pose la question. Qui aurait pu faire ça? Quelqu'un qui la suivait, qui a peut-être trouvé son goût, il a peut-être fait des approches déjà, mais s'est peut-être dit, je vais l'avoir une bonne fois. Là. On suppose qu'il pouvait l'avoir suivi, savoir que ce soir-là, elle était là. Parce qu'elle n'était pas sortie ce soir-là. C'est plein de questions. D'après moi, il me semble que ça devait être un gars qui devait l'avoir vu, parler même un peu avec, là, puis pour voir quoi ce qu'elle faisait, puis son cheminement. Les policiers ont rencontré 350 personnes connaissant de près ou de loin la victime. 24 ont fait l'objet de tests d'ADN. Moi, au début, là, on espérait beaucoup. Parce qu'il y avait toujours un suspect, à un moment donné. Ils en ont éliminé plusieurs. Ah oui, il en a éliminé plusieurs. Puis, là, je me dis, là, j'ai dit au bon Dieu, bon, là, si on a le savoir, là, fais-nous le savoir. Si on n'a pas le savoir, bien. Moi, je ne vis plus en attente de ça, là. C'est que ça donne. D'abord, ça ne leur reviendra pas, là, en vie, là. Non. Un agresseur sexuel, selon les enquêteurs, il s'arrête pas. Il en fait une, il en fait deux, il en fait trois, puis il va s'arrêter au moment où il va se faire prendre. Habituellement, il frappe, en moyenne, quelques fois par année. 3 mois après le meurtre de Guylaine Potvin, son agresseur a frappé à nouveau sur la personne d'une jeune étudiante de 19 ans de la région de Québec, plus précisément à Sainte-Foy. L'ADN a démontré, hors de tout doute, qu'il s'agit du même personnage. Celui qui a étranglé Guylaine Potvin s'en est pris à une étudiante de 20 ans qui l'a laissée pour morte, tout comme Guylaine Potvin. Mais elle ne l'était pas. Ça s'est passé de nuit. Il y a quelqu'un qui est rentré chez moi, qui est venu me rejoindre dans ma chambre à coucher, qui m'a strangulée pendant que je dormais. Et par la suite, pour moi, c'est très flou. Où en est rendu la Sûreté du Québec dans ce dossier-là? On sait aujourd'hui que l'ADN qui a été trouvé le 18 avril à Jonquière, puis par la suite le 3 juillet à Sainte-Foy est le même. Donc, on est devant un seul et unique meurtrier dans ce dossier-là. La particularité, c'est qu'on peut parler ici d'un prédateur, de quelqu'un qui a choisi ses victimes, qui a probablement pris le temps de les observer, d'apprendre leur aller et venue, et ils ont été capables de frapper au moment où elles étaient seules. Chez Guylaine Potvin, tout comme chez l'étudiante de Sainte-Foy, la porte n'était pas verrouillée. Il n'y avait aucune trace d'effraction.
Quand j'ai rencontré la colocataire, quand j'ai rencontré la jeune fille qui l'a découverte le matin, après tant d'années, ils ont encore peur parce que le gars en question avait volé des photos, avait volé un appareil chez la Potvin. Il semble également que la bague de finissant a été volée. Est-ce qu'on avait volé autre chose dans le cas de Sainte-Foy? Effectivement. Dans le cas de Sainte-Foy aussi, il y a un bijou qui avait été volé, une chaîne. Et c'est particulier. Est-ce qu'on peut spéculer? Est-ce que ça a été pris comme trophée, comme souvenir par le prédateur? Quel genre d'individu aurait posé ces gestes-là? Effectivement, il y a des photos qui ont été rendues publiques de ces bijoux-là, dans l'espoir que si un jour ces bijoux sont retrouvés ou sont peut-être déposés dans un pawn shop, par exemple, on soit en mesure de peut-être identifier l'auteur des crimes. Ça, c'est quand elle a été... C'est son bal de finissant de secondaire, au secondaire. Est-ce qu'elle avait sa bague de finissant? Oui, c'est ça qu'elle a dans le doigt, justement. Là? Oui. Oui. Qui est disparu? Oui. Oui. Il a volé l'appareil photo, l'appareil de photo. Ça veut dire qu'il cherchait des petits objets pas trop compromettants. Oui. Cette photo-là, on l'a retrouvée dans l'appareil photo après son décès. Avant, c'était comme des bobines, on faisait finir nos photos. Puis, regardez, l'aspect nuageux, comme brumeux, là, ça fait comme si... En tout cas, on a fait le saut de voir ça, là. Ah ouais? Oui. Il est impossible que personne ne sache rien. Dans un dossier comme celui-là, peut-être que l'auteur a parlé, peut-être qu'il y a des indices qui ont été laissés, peut-être que quelqu'un a vu un véhicule suspect ce soir-là, que ce soit à Jonquière ou à Sainte-Foy. Il est impératif que ces gens-là communiquent avec nous. Je le dis souvent, eux peut-être possèdent une information qu'ils ne croient pas importante, mais pour nous, peut faire toute la différence entre un crime qui va demeurer non solutionné et l'arrestation du prédateur qui court peut-être toujours aujourd'hui sans savoir où il pleure. Depuis le début de cette enquête, en avril 2000, les policiers de Jonquière ont effectué 30 tests d'ADN qui se sont tous avérés négatifs. Ils ont également rencontré un total de 1300 personnes, tant dans l'entourage de la victime que parmi les gens impliqués dans des dossiers similaires. Plus de 15 ans après la mort de Guylaine Potvin, les proches de la jeune femme attendent toujours le dénouement de ce drame. Bonjour, Mme Redry. Bonjour, M. Poirier. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Allez-y. Ça a dû faire un choc aux étudiants. Ça a fait un choc inouï. Même, on avait de la difficulté à le dire. Les étudiants avaient comme réaction non, ça se peut pas. Non, voyons. Ça fait 15 ans passés là, que c'est fait. Ça n'a pas avancé. Est-ce que ça vous déçoit un peu? Moi, je vous dirais que ça me déçoit pour les parents. Je pense à Mme Potvin, je pense à M. Potvin. Puis toute personne qui a des enfants, même ceux qui n'en ont pas, c'est facilement imaginable qu'est-ce que ces gens-là doivent vivre. Et puis, bon, c'est pour ça que j'ai répondu à votre demande. Oui, pour aider ces personnes-là, si jamais, à un moment donné, ça peut peut-être éclairer ou ça peut, je sais pas moi, faire en sorte que cet homme-là la culpabilité soit tellement grande suite peut-être à l'émission que, bon, il y ait peut-être le goût de dire à monsieur et Mme Potvin pourquoi. Oui, parce qu'eux autres ne peuvent pas tourner la page. Hein. Moi, c'est ma motivation première pour les parents, oui. Parce que je trouve qu'avec le décès de Guylaine, c'est pas juste une mort d'une personne, mais c'est la mort aussi de tous les liens qu'elle a pu tisser avec ses parents, avec ses proches, avec ses amis, avec nous. Elle nous faisait confiance. C'est tout ça qui vient comme un peu... on a l'impression que ça a été amputé. Puis qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui pourraient faire en sorte que ça puisse se reconnecter, je dirais. Sauf que si on, oui, on sait le pourquoi, mystère. Que le mystère puisse s'éclairer, vienne au grand jour. L'agresseur sait, lui, qui il est. Nous, on est à sa recherche, que ça prenne 1 an ou que ça en prenne 2 ou 10, le dossier ne sera jamais fermé. Quand c'est arrivé, j'ai dit aux parents Guylaine, j'ai dit ça va prendre 10 ans. J'ai dit à mec qu'il le retrouve.
Elle disait, voyons, Mélie, comment tu fais pour dire ça? J'ai dit, je sais pas. J'ai dit, là, ils ne retrouveront pas tout de suite. J'ai dit, c'est ce que je sens, puis c'est ce... Puis regarde, tu vois, maintenant, ça fait 15 ans. Puis on n'a toujours pas retrouvé. Qu'est-ce que vous avez gardé comme effet personnel qui pouvait appartenir à Guylaine? J'ai gardé une plante qu'elle avait plantée au cégep dans le cadre d'un cours. À la fin de l'école, à la fin avril, elle l'avait ramenée à l'appartement. Elle m'avait demandé si peux-tu essayer de m'aider à l'entretenir parce qu'elle voudrait la garder. Puis je l'ai ramenée à ses parents. Puis sa mère, c'est là qu'elle m'a dit, elle dit non, elle dit, je veux que tu la gardes. C'est un souvenir de elle, elle dit que je veux que tu gardes, puis tu en prennes soin. Ça fait 15 ans que je l'ai. Mais est-ce qu'on peut tourner la page? Bien, moi, je dis qu'on peut pas... Je dis, on s'habitue à vivre sans l'enfant, mais je vais dire, ça s'oublie pas, c'est toujours là. C'est une cicatrice qui est toujours là, mais il manque un morceau de casse-tête, vous savez, là, que c'est pas résolu encore, le meurtrier court encore. Bien, c'est sûr. Puis si on fait l'émission là, puis c'est de le retrouver. De retrouver la personne qui a fait ça pour que justice soit rendue, puis de savoir pourquoi. Pourquoi Guylaine, pourquoi toutes ces réponses. Ça a vraiment changé l'esprit, l'esprit de notre famille. Mais on s'entend toujours, on est toujours liés. On est serrés quand même, là. Ça nous a resserrés quand même. On en parle souvent ensemble, puis on pleure encore. Des fois, là, ça fait du bien. Oui, je vois qu'on tient madame, hein? C'est important, hein? Oui, si. C'est pas à cause qu'on n'aime pas nos autres enfants, mais quand c'est le bébé, là, c'est bon. On avait dit qu'on en voulait 4. C'était ça. Là, elle n'est plus là. Si vous avez des informations à nous transmettre concernant cette enquête, on compte sur vous.